bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, petite vidéo tout à fait exceptionnelle aujourd'hui, vous l'aurez deviné, petit extrait de mon récent passage, c'était il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo, c'était très exactement le 29 novembre, chez l'ami Mike Borowski sur la chaîne Géopolitique Profonde. Alors, petit extrait que je voulais partager avec vous pour ceux qui n'auraient pas vu cet entretien vraiment mené, bâton rompu par l'excellent Mike Borowski. Vous le savez, la vidéo en intégralité, le lien est dans la description de la vidéo, je vous mets un petit extrait, petit morceau choisi. C'est une belle côte de bœuf que je vous propose, mais t'as tout l'animal qui vous attend en cliquant sur ce lien. Plus d'1h40 d'échange, voilà, 1h39, 28 secondes, je l'ai sur l'autre écran. Voilà. Là, on est totalement précis. Je peux pas me faire reprendre par la tronche en biais qu'on embrasse. Donc, petit extrait, j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, pour l'intégralité, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, allez voir la vidéo chez Géopolitique Profonde, la chaîne YouTube. Et puis en attendant, là, c'est que du plaisir. Je voulais partager ça avec vous parce que tu vois, non, mais on papote un petit peu, mais tout va à volo en ce moment. On n'a pas le temps de se poser. On n'a pas le temps de se poser, donc faut ricaner 5 minutes, faut réfléchir un petit peu. Donc petite vidéo pour finir ce dimanche, parce qu'on est dimanche au moment où ça sort. Si tu la regardes dans 2 semaines, ça n'a plus rien à voir. Mais là, on est dimanche, donc voilà les amis, je vous embrasse, j'espère que ça va vous plaire. Mais justement, Macron a dit que la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire l'ouverture vers le Qatar, permettra au Qatar de se démocratiser. Est-ce que toi, dans ton enquête, tu as pu constater ça? Mais, enfin, déjà, c'est ce qu'on l'évoquait tout à l'heure, pourquoi le Qatar se démocratiserait? Il n'y a pas de mouvements sociaux au Qatar, je parle pour les plus riches, bien sûr. Alors déjà, pourquoi Emmanuel Macron parle à la place des citoyens du Qatar? On n'aimerait pas que l'émir du Qatar le fasse sur la France, qui devrait se démocratiser. Il pourrait, en plus, il pourrait le dire. Mais il ne le dit pas. Donc déjà, l'avis d'Emmanuel Macron, pour moi, il est nul et non avenu. Parce que on n'est plus au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, où l'Europe doit évangéliser le monde et montrer que la vision des Lumières est la vision qui doit éclairer le monde entier. Ça, il faudra peut-être un jour abandonner ça. Surtout quand on voit les compromissions dont est capable Emmanuel Macron. Ça, c'est du théâtre, c'est du discours de théâtre, vraiment. De dire, voilà, on donne la Coupe du Monde, on avale un paquet de couleuvres, mais normalement, derrière, ça doit se démocratiser. Alors déjà, niveau 1, je dis pourquoi ce serait le cas. Et niveau 2, si ce n'est pas le cas, il va faire quoi? Il ne va rien faire, évidemment. Surtout qu'aujourd'hui, au vu que les Russes vont peut-être nous couper le gaz, si ce n'est pas déjà fait, on a peut-être un peu plus besoin du Qatar qu'avant. Bien sûr. Donc, c'est aussi ça, où c'est terrible, parce que, il y a de quoi rendre fou et se suicider, parce que le monde est complètement zinzin, mais le pire, c'est que quand on se rend compte, en fait, de la résonance de ces déclarations, qui ne sont en fait que des discours complètement cosmétiques, qui ne changent rien, il n'y a aucune prise de position. Si Emmanuel Macron dit « Ok, par contre, demain, le Qatar doit revendre le PSG », je ne sais pas comment ils peuvent faire, j'imagine que je dis une bêtise, mais admettons qu'il y a des actes, mais des phrases. Moi aussi, je peux te dire la Coupe du Monde va permettre de démocratiser le Qatar. Ça ne m'empêchera pas de dormir ce soir. Mais est-ce que le Qatar, justement, par le biais de ce gaz, et sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, n'est pas en train de tenir l'Europe occidentale par les couilles? Oui, alors, clairement, je ne vais pas régler ce problème-là, parce que c'est une situation qui est tellement complexe. On le dénonçait tout à l'heure, alors je ne vais pas faire comme les experts de BFM TV, à apporter en 30 secondes une réponse à un conflit qui, en vérité, date depuis bientôt 10 ans. Donc, tout ce que je dis, c'est rendre l'avis à la juste milieu. Voilà, c'est que mon petit avis, il n'y a aucune prétention là-dedans. Mais oui, ces enjeux d'interdépendance n'ont jamais été aussi visibles. Et on comprend un peu, là encore, comme au théâtre, le rideau vient de s'effondrer sur la scène, et on comprend en coulisses que... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment plein de choses qu'on a pu comprendre là en quelques mois. C'est que déjà, l'Union européenne risque d'être un petit peu dure, et une sorte de prostituée énergétique sur l'échiquier international. C'est qu'en vérité, ça fait 20 ans bientôt qu'on nous parle de souverainisme, d'indépendance, de puissance européenne. En fait, on est des nains sur les épaules des géants. Mais vraiment, mais ça, on le comprend, mais de plein fouet. On n'a même pas d'armée. Le projet d'armée européenne, on en parle depuis 20 ans. Il n'y a rien. Il n'y a rien, sinon les Allemands qui font à peu près tout dans leur sens, et la France qui se retrouve aujourd'hui. Enfin, faut voir ce que c'est, quoi. Quand on a un discours où on dit la France peut intervenir militairement, est-ce que la France est prête contre la Russie? LOL,
Fin de raisonnement, voilà, terminé. Fin du raisonnement. Donc on a compris ça, que l'Union européenne était vraiment d'une faiblesse abyssale, et donc ces liens d'interdépendance sont remontés au premier plan. Et donc on a Emmanuel Macron qui est allé faire la danse du ventre, presque pour de vrai. Je veux dire, cette scène lamentable, quand il salue des gens qui sont en train de l'insulter, et que ses gardes du corps se disent « mais attends, là, il faut vraiment qu'il parte, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une connerie », et que lui, il sourit, il est tout content. Enfin, on a un truc qui est, c'est Austin Powers par moment, on ne comprend plus. Je veux dire, il fait du spectacle. Le rôle de l'intervention d'Emmanuel Macron en Algérie, parce que là aussi, il y avait du gaz, hein, il y en a toujours d'ailleurs, la chose dont on se souvient le plus dans sa visite à Alger il y a un mois environ, c'est qu'il est passé dans la boutique de rail de DJ Snake. Sur le plan diplomatique, c'est une claque. Hein. T'as les rangs en sueur, parce que vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On se souvient de ça. Les accords sur le gaz, il n'y a rien. Et il n'y a rien, parce que de toute façon, l'Algérie pourra nous dire c'est ça ou rien. Peut-être même c'est rien. Donc tous ces liens d'interdépendance aujourd'hui remontent au premier plan. Et le Qatar, c'est pareil. Si on vexe le Qatar demain, pour une raison ou une autre, parce qu'on décide d'avoir du courage et de lutter contre l'ingérence que tu évoques depuis tout à l'heure, mais on est foutu. On est foutu. Et on voit les compromissions, jusqu'où ça peut aller. Hein. Quand l'Union européenne se rapproche de l'Azerbaïdjan, avec ce qui se passe par rapport à l'Arménie, où l'Azerbaïdjan s'essuie les pieds sur l'indépendance arménienne, mais il faut voir le lot de couleuvres qu'on accepte. Mais justement, alors du coup, est-ce que Mme Hidalgo, maire de Paris, a eu un courage incommensurable lorsqu'elle a dit qu'elle ne mettrait pas des fan zones pour la Coupe du Monde? Je crois qu'Anne Hidalgo a déjà l'incroyable courage d'être Anne Hidalgo. Et pour moi, ce qui doit être un fardeau terrible, à chaque fois qu'elle doit... Enfin, c'est rude, parce qu'il y a des personnes parfois sur qui on tape un peu fastoche. C'est le cas d'Olivier Giroud, si on est un peu dans le foot, c'est un autre débat. Mais Anne Hidalgo, c'est sidérant. Mais elle en loupe pas une. C'est strike sur strike. Effectivement, ce que tu dis, voilà, ah non, il n'y aura pas de fan zone à Paris. Mais ton club, il est détenu par qui, en fait? C'est ridicule, mais comme on dit hein, depuis tout à l'heure, tout ça, c'est de l'occupation de l'espace, c'est de l'occupation de l'esprit. Mais si on réfléchit de moins d'une minute, on comprend que c'est gaguesque, c'est du théâtre, tout ça. Est-ce que justement, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du Qatar, des Émirats ou de l'Arabie Saoudite, même de l'Azerbaïdjan, est-ce que ces pays continuent à respecter l'Occident, le fameux Occident que nous représentons? C'est peut-être là en fait que le bas blesse, et sans prendre parti nécessairement, mais vraiment pour pousser les réflexions, et puis là encore chacun prendra ce qu'il souhaite en retenir. Hein. Mais la vraie claque pour moi, elle est là. Mais que ce soit vis-à-vis du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de tous ces pays-là pour qui on a une dépendance surtout énergétique, mais de moins en moins avec tous les investissements du Qatar. Aussi vis-à-vis de la Russie, mais ça c'est encore le discours de Vladimir Poutine, c'est encore autre chose. Mais effectivement, aujourd'hui, l'Occident, est-ce que c'est un effondrement? Est-ce qu'on va faire des grandes théories sur la fin de l'Occident, la mort de l'Occident? Je ne sais pas. Mais force est de constater, en tout cas dans l'actualité, on est, je le disais tout à l'heure pour le bonbon, mais je le pense vraiment, on est, en tout cas l'Union européenne, parce que les États-Unis finalement s'en sortent très bien, hein, que ce soit au moment du Covid ou avec le conflit Russie-Ukraine, les États-Unis se portent bien. L'Union européenne, on est vraiment une prostituée internationale, ouverte à tous les vents, que ce soit les vents idéologiques de ces courants américains, alors le courant woke qui nous revient dans la gueule, parce que c'était un peu la philosophie déconstructionniste qui était très française, hein, avec Guattari, Derrida et compagnie. Donc ça nous revient en pleine gueule, mais c'est comme souvent aux États-Unis, c'est qu'on leur a envoyé la gastronomie, ils nous renvoient McDonald's. Donc c'est vrai que ton retour sur investissement n'est pas ouf. Mais le courant woke, c'est un petit peu pareil idéologiquement. On prend des combats antiracistes, je veux dire, mais qui nous concernent plus, je veux dire, qui n'ont plus de gueule. On a vu ce qui s'est passé hier en Belgique après le match Belgique-Maroc. Aller sortir le passé colonial de la Belgique vis-à-vis du Maroc, ça va être compliqué. Donc, on voit bien que on ne sait plus sur quel pied danser. On prend des discours qui ne concernent pas notre histoire, qui ne concernent pas vraiment nos sociétés. Économiquement, j'en parle même pas. Enfin, voilà, il faut voir, ne serait-ce qu'en France, avec les compromissions d'Emmanuel Macron sur des entreprises qui investissent en Europe, les fameux Uber Files aussi. Hein. Peut-être qu'un jour on en reparlera. C'est pareil, ça a duré 3 jours. C'est pas réglé cette affaire. Enfin, l'affaire Alstom et tout ça. Enfin, économiquement, les États-Unis, mais vraiment rentrent comme dans un moulin. Et là, c'est rude parce que derrière, si demain il faut avoir un poids, peut-être pas dans le contexte Russie-Ukraine, et en vérité, j'espère pas. Mais demain, l'Union européenne, même si elle doit faire la guerre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Hein.
mais l'Union européenne doit faire la guerre à la Grande-Bretagne, admettons. Mais je pense qu'on n'a même plus d'intérêt. On se fait latter la gueule. C'est assez sidérant. Donc effectivement, je pense vraiment qu'il y a un virage qui est fait au niveau de l'Occident, idéologique, économique, et affaire à suivre, parce que clairement, oui, ces pays-là, qui sont les pays du Qatar, d'Arabie Saoudite et tout, investissent massivement, rapidement, parce qu'ils savent bien que leurs ressources ne sont pas infinies. Ils vont investir dans tout, enfin tout ce qu'ils pourront de secteurs à rentabilité et tout ça pour se pérenniser, pour pérenniser leur pays. Et derrière, il nous restera quoi? À part nos larmes sur des Coupes du Monde où on aura accepté d'avaler des couleuvres et des couleuvres. Mais est-ce que ça veut dire que peut-être le Qatar, enfin, toute cette région du monde va finir par, comment dire, être le futur Occident, quoi, c'est-à-dire des pays dominateurs parce qu'ils ont de l'argent et nous serons juste des paillassons? Après, presque, là, c'est toute une conception presque civilisationnelle, en fait. C'est l'histoire du monde. Déjà, c'est un peu bête de faire ça, et encore que non, mais il faut voir, ne serait-ce que quand on parle de ça, quand on parle dans une discussion, là, les spectateurs qui nous regardent, interrogeons la conception qu'on a en disant Occident-Orient. On a déjà une conception où, peut-être que c'est que dans ma tête, hein, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais l'Occident, voilà, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est des trucs où ça envoie du bois, alors, pour le meilleur et pour le pire, mais tu vois, on y va. Et l'Orient, je caricature vraiment, mais c'est pour comprendre où je veux en venir. L'Orient, c'est Alibaba, tu vois, c'est un truc, il y a des épices, c'est sympa, mais historiquement, c'est quand même pas pareil, c'est un petit peu moins bien. Tu vas en vacances à Djerba la Douce, mais voilà, quoi. Mais ça, c'est une conception, effectivement, qui va dans le sens d'une histoire où, jusqu'à présent, on s'en sort plutôt bien, au prix de drames terribles et tout ça. On soit bien d'accord, mais ça, après, c'est l'histoire du monde. Est-ce qu'il va y avoir un renversement? Déjà, je pense qu'on ne sera pas là pour le constater. Et puis ensuite, c'est la marche du monde, c'est la marche de l'histoire. Mais au vu de ce qu'on a sous les yeux, des comportements politiques, des comportements idéologiques qu'on a en Occident, que ce soit là pour le coup États-Unis ou Europe, je mets Russie en dehors parce qu'on comprend bien aujourd'hui. Allez, allons dans un raisonnement parce que je ne veux pas éviter la question et que les gens retiennent que j'aurais dit que des banalités, mais je pense que se dessine un nouveau continent invisible qui est celui d'une élite qui, à travers le monde, détient des intérêts, met en place un mode de fonctionnement qui va au-delà de blocs Orient ou Occident. Et c'est, par exemple, pour donner peut-être un nom à cette idée-là, ce serait le continent McKinsey. Ça va vite parce qu'il n'y a pas que, j'en conviens. C'est-à-dire le mondialisme, c'est-à-dire que la prise du pouvoir du mondialisme. Absolument. Ce serait un continent invisible, le continent McKinsey, où les élites seraient placées dans les pays. Je pense à Emmanuel Macron forcément, à Justin Trudeau. Certains auraient même le visage de l'anti-élite, donc c'est Giorgia Meloni, où les peuples se disent « Ah ouais, vous avez vu, c'est bon, là, on a gagné ». Alors qu'en fait, Giorgia Meloni n'a jamais caché être pro-OTAN, pro tout ce qu'on veut, donc malheureusement, ça sera pareil. Et donc, en fait, que ce continent invisible aujourd'hui se détache et on retrouve McKinsey qui conseille qui le gouvernement belge, qui le gouvernement français, qui le gouvernement américain. Et se mettent en place des politiques dans des pays qui n'ont rien à voir, où il n'y a pas la même densité de population, il n'y a pas la même géographie, il n'y a pas de ce que vous voulez. Et les politiques sont les mêmes. C'est le Covid, alors, c'est encore un autre sujet, on ne va pas faire 2 heures là-dessus, mais que ce soit Canada, France, Australie, Allemagne, même certains pays d'Asie, on a vu les mêmes lois, à quelques différences près, on a vu les mêmes règles, on a vu les mêmes modes de fonctionnement. C'est pas concevable, c'est du jamais vu ça.